J'ai emprunté l'ordinateur portable de ma mère et j'ai trouvé un dossier secret. À l'intérieur, il y avait des photos de vacances, des dîners de famille, la remise de diplôme de ma sœur et bien d'autres choses encore. Je n'ai jamais été invitée. Le lendemain, j'ai coupé les ponts. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Moi, Julien, 24 ans, j'ai emprunté l'ordinateur de ma mère mardi dernier parce que mon MacBook m'avait lâché juste avant une échéance professionnelle importante. Elle me l'a tendu sans hésiter, me disant que son mot de passe était le même que d'habitude. Ce que j'ai découvert a changé tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Je cherchais un port USB quand j'ai accidentellement cliqué sur un dossier intitulé Souvenirs de famille 2020 à 2024. Le curseur est resté immobile pendant un moment avant que je ne l'ouvre, m'attendant à voir la collection habituelle de photos prises ensemble au fil des ans. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à fixer des centaines de photos et de vidéos d'une famille que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Il y avait ma mère, mon père et ma sœur Léa le matin de Noël, déballant des cadeaux autour d'un sapin que je n'avais jamais vu. Ma sœur en toge et mortier lors de sa remise de diplôme à l'université, rayonnante alors que mes parents l'entouraient avec des sourires fiers. Des dîners d'anniversaire dans des bistrots parisiens, des week-ends à la montagne dans les Alpes, des barbecues dans notre jardin où je n'existais apparemment pas. Les dates indiquaient qu'il ne s'agissait pas de vieilles photos d'avant ma naissance. C'était récent, très récent. Certaines dataient du mois dernier. J'ai fait défiler 4 années de réunions de famille, de vacances et de célébrations. 4 ans pendant lesquels ma famille a mené une vie complètement séparée sans moi. Sur chaque photo, il y avait une absence flagrante là où j'aurais dû être. Pas de chaise vide, aucune mention de moi, aucune pensée pour mon absence, juste une famille complète de 3 personnes vivant leur meilleure vie. Mes mains tremblaient lorsque j'ai compris le schéma. Chaque fête importante que j'avais passée seule dans mon appartement en pensant qu'ils étaient trop occupés ou qu'ils avaient d'autres projets, ils étaient en fait ensemble. Chaque fois que ma sœur disait qu'elle ne pouvait pas venir pour mon anniversaire à cause de ses révisions, elle fêtait autre chose avec eux. Chaque excuse, chaque rendez-vous manqué, chaque peut-être la prochaine fois n'avait été qu'un mensonge. J'ai aussi trouvé des vidéos. Mon père portant un toast lors de la fête de remise de diplôme de Léa, disant à quel point il était fier de sa fille extraordinaire et à quel point il était reconnaissant pour sa petite famille parfaite. Ma mère riant en servant le gâteau, disant à quelqu'un hors champ à quel point c'était agréable d'être juste tous les 3 pour une fois. Le pire, c'était de voir à quel point ils avaient tous l'air heureux. Ce n'était pas une obligation pénible ou un moment de famille forcé. Ils s'amusaient sincèrement, ils étaient sincèrement heureux d'être ensemble sans moi. J'ai refermé l'ordinateur et je suis resté assis dans ma Peugeot pendant 20 minutes, essayant de digérer ce que je venais de découvrir. 4 ans d'exclusion systématique. 4 ans de mensonges sur les raisons pour lesquelles je n'étais invitée à rien. 4 ans à croire que je faisais partie d'une famille qui m'avait apparemment évincée par vote secret sans me le dire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je repensais à toutes les fois où j'avais appelé ma mère pour prendre des nouvelles. Toutes les fois où j'avais posé des questions sur les projets de famille. Toutes les fois où il m'avait fait sentir que j'étais le problème parce que je voulais être inclus. J'ai pensé à la remise de diplôme de ma sœur, que j'avais découverte via la publication d'un ami commun sur Instagram. Quand je lui avais posé la question, elle m'avait dit que c'était juste une petite cérémonie sans fête après. Les photos montraient une réception pour 50 personnes dans un gîte. J'ai pensé au dernier Noël quand ils m'ont dit qu'ils faisaient quelque chose de très calme cette année et que nous ferions peut-être quelque chose en janvier à la place. Les photos montraient un matin de Noël complet avec des chaussettes garnies, un sapin immense et ce qui ressemblait à assez de cadeaux pour remplir un petit magasin. J'ai pensé à mon anniversaire le mois dernier quand ils étaient tous trop occupés pour fêter ça avec moi. La date sur l'une des photos de leur randonnée en montagne montrait qu'ils étaient ensemble ce week-end exact, s'amusant comme jamais. Au matin, ma décision était prise. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas demandé d'explication et je ne leur ai pas donné la chance de me mentir à nouveau. Je les ai bloqués tous les 3 sur tout. Téléphone, réseaux sociaux, email, absolument tout. Ensuite, j'ai changé de numéro de téléphone et j'ai déménagé en moins de 2 semaines.
J'ai dit à mon propriétaire que j'avais une urgence familiale et que je devais rompre mon bail plus tôt. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. J'ai dit à mon employeur que je devais déménager pour des raisons personnelles et j'ai demandé ma mutation dans notre agence à Nantes. Ils ont accepté immédiatement. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai simplement disparu de leur vie de la même manière qu'ils m'avaient fait disparaître de la leur. Pendant 3 mois, je n'ai rien entendu. Une partie de moi se demandait s'ils avaient seulement remarqué mon absence ou s'ils étaient simplement soulagés de ne plus avoir à inventer d'excuses. Puis mon téléphone a commencé à sonner. Mon nouveau numéro n'était pas répertorié, mais d'une manière ou d'une autre, ma mère avait fini par le trouver. Elle a appelé 17 fois en une seule journée. Quand je n'ai pas répondu, elle a commencé à appeler mon travail. Quand cela n'a pas fonctionné, elle s'est présentée à mon ancien appartement et a harcelé mes anciens voisins jusqu'à ce que quelqu'un lui dise que j'avais déménagé. Elle a trouvé ma nouvelle adresse grâce à ce que je ne peux supposer être qu'un travail de détective acharné ou peut-être des moyens illégaux. En rentrant du travail un jour, je l'ai trouvée assise sur le pas de ma porte en train de pleurer. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements étaient froissés et elle avait des cernes sombres sous les yeux comme si elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Elle a commencé à parler dès qu'elle m'a vue, me disant à quel point ils étaient tous inquiets, comment ils m'avaient cherché partout, comment ils ne comprenaient pas pourquoi je m'étais simplement volatilisée. Je lui ai dit que je savais pour les photos. Je lui ai dit que j'avais tout vu, les 4 années de leur vie de famille secrète. Je lui ai dit que je savais pour chaque mensonge, chaque excuse. Chaque fois qu'ils avaient choisi de m'exclure et qu'ils avaient menti ensuite. L'expression sur son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était ni de la surprise ni de la confusion. C'était le regard de quelqu'un qui s'est fait prendre. Elle a essayé de m'expliquer. Elle a dit que ça avait commencé doucement, juste quelques fois où ils avaient fait des projets et avaient oublié de m'inclure. Elle a dit qu'ils s'en voulaient mais qu'ils ne savaient pas comment aborder le sujet. Elle a dit que l'effet boule de neige avait fait le reste et qu'avant même qu'ils ne s'en rendent compte, c'était devenu une habitude qu'ils ne savaient plus comment rompre. Je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi m'exclure? Pourquoi mentir? Pourquoi me faire sentir que j'étais le problème alors que je voulais juste faire partie de ma propre famille? Elle n'a pas pu me donner de vraies réponses. Elle a dit que j'avais toujours été différent. Que je ne m'intégrais jamais vraiment dans leur dynamique, que parfois c'était juste plus facile quand ils étaient seulement tous les 3. Elle a dit qu'ils n'avaient jamais voulu me faire de mal. Ils s'étaient juste habitués à faire les choses sans moi. Je lui ai dit que c'était exactement ça le problème. Ils s'étaient habitués à ce que je ne sois pas là. Ils s'étaient sentis à l'aise avec mon absence. Ils avaient construit une famille qui fonctionnait mieux sans moi. Et ensuite, ils m'avaient menti en face pendant 4 ans. Elle m'a supplié de revenir à la maison. Elle a dit qu'il pouvait réparer ça. Qu'il pouvait repartir de zéro. Qu'il m'inclurait dans tout à partir de maintenant. Elle a dit qu'elle supprimerait toutes les photos. Qu'il n'aurait plus jamais de réunion de famille sans moi. Qu'ils arrangeraient les choses. Je lui ai dit qu'il était trop tard pour ça. On ne peut pas effacer le passé. On ne peut pas oublier 4 ans de preuves montrant que votre famille est plus heureuse sans vous. On ne peut pas effacer la douleur de découvrir que les personnes qui sont censées vous aimer inconditionnellement vous ont systématiquement exclu de leur vie en vous mentant. Elle est partie en pleurant, mais elle n'a pas abandonné. Aucun d'entre eux n'a abandonné. Première mise à jour. Ma sœur est arrivée ensuite. Elle avait conduit 6 heures pour venir dans ma ville et elle avait l'air presque aussi mal que ma mère. Elle n'arrêtait pas de pleurer et de s'excuser encore et encore, disant qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin. Elle m'a dit la vérité sur la façon dont ça avait commencé. Apparemment, cela a débuté pendant ma 2e année de fac quand je traversais une période difficile et que j'étais, selon ses mots, un peu rabat-joie lors des événements familiaux. Elle a dit que j'étais négatif et que je me plaignais beaucoup, ce qui mettait tout le monde mal à l'aise. Alors, ils ont commencé à organiser de petites réunions sans moi. Juste pour les événements amusants, disait-elle, affirmant qu'ils m'incluaient toujours pour les choses importantes. Sauf que cette limite n'a cessé de bouger. D'abord, c'était juste des dîners décontractés, puis des anniversaires,
puis les fêtes, puis les remises de diplômes. Finalement, je n'étais inclus que pour des choses comme les enterrements ou quand ils avaient besoin de quelque chose de ma part. Elle a dit qu'elle s'était sentie coupable tout le temps, mais qu'elle n'avait jamais su comment en parler. Elle a dit que chaque fois qu'elle envisageait de me le dire, trop de temps avait passé et que ce serait devenu trop gênant à expliquer. Je l'ai interrogée sur sa remise de diplôme. Elle m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit que c'était juste une petite cérémonie sans fête. Elle m'avait serré dans ses bras en disant qu'elle aurait aimé que je sois là, mais qu'elle comprenait pourquoi je ne pouvais pas faire la route pour quelque chose d'aussi insignifiant. Elle s'est effondrée complètement quand j'ai mentionné cela. Elle a dit qu'elle avait voulu m'inviter, mais qu'à ce moment-là, l'habitude était si bien ancrée que m'inclure aurait semblé bizarre. Elle a dit que tout le monde aurait posé des questions sur la raison de ma présence soudaine après une si longue absence. Alors, au lieu de faire face à cette gêne, elle avait choisi de me mentir et de me laisser rater l'un des plus beaux jours de sa vie. Je lui ai dit que c'était la chose la plus égoïste que j'ai jamais entendue. Elle avait privilégié son propre confort plutôt que d'avoir son frère à sa remise de diplôme. Elle avait choisi de se protéger des questions embarrassantes plutôt que de m'inclure dans sa famille. Elle m'a supplié de lui pardonner. Elle a dit qu'elle était jeune et stupide, qu'elle avait suivi l'exemple de mes parents sans réfléchir aux conséquences pour moi. Elle a dit que je lui manquais et qu'elle voulait retrouver son frère. Je lui ai dit qu'elle n'avait jamais eu de frère. Elle avait un membre de la famille qu'elle tolérait occasionnellement quand c'était pratique et qu'elle excluait quand ça ne l'était pas. Ce n'est pas la même chose. Elle est partie, mais comme ma mère, elle n'a pas cessé d'essayer. Deuxième mise à jour. Mon père a été le dernier à se présenter et son approche a été complètement différente. Il n'a pas pleuré, n'a pas supplié et ne s'est pas excusé. Il était en colère. Il m'a dit que j'étais dramatique et puérile. Il a dit que toutes les familles traversent des passes difficiles et qu'au lieu de gérer ça comme un adulte, je m'étais enfui comme un adolescent. Il a dit que je les punissais pour quelque chose qui n'était même pas si grave. Je lui ai montré certaines des photos que j'avais enregistrées sur mon téléphone avant de les bloquer. Je lui ai montré les photos du matin de Noël, la fête de remise de diplôme, les dîners d'anniversaire, les voyages en famille. Je lui ai demandé d'expliquer comment 4 ans d'exclusion systématique n'était pas quelque chose de grave. Il s'est mis sur la défensive. Il a dit que j'avais été difficile pendant mes études, que j'apportais une énergie négative aux événements familiaux, que parfois il voulait juste des réunions paisibles sans drame. Il a dit qu'ils avaient essayé de m'inclure, mais que je trouvais toujours quelque chose à redire. Je lui ai demandé des exemples précis. Il n'a pas pu m'en donner. Je lui ai demandé d'expliquer les mensonges. Pourquoi ne pas simplement me dire que je n'étais pas invité au lieu d'inventer des excuses élaborées? Pourquoi me faire croire qu'ils étaient occupés ou que les événements n'avaient pas lieu alors qu'ils se déroulaient sans moi? Il a dit qu'ils essayaient de ménager mes sentiments. Il pensait que ce serait plus facile pour moi si je ne savais pas ce que je ratais. Je lui ai dit que c'était la chose la plus condescendante que j'ai jamais entendue. Ils avaient décidé que j'étais trop fragile pour supporter la vérité. Alors, il m'avait menti pendant 4 ans et m'avait laissé croire que je faisais partie d'une famille qui m'avait en réalité rayé de son histoire. Il a dit que je surréagissais. Il a dit que chaque famille a des problèmes et que j'en faisais tout un plat. Il a dit que si je revenais simplement à la maison, nous pourrions tous passer à autre chose et repartir sur de nouvelles bases. Je lui ai demandé s'il supprimerait toutes les photos, s'il reconnaîtrait que ce qu'ils avaient fait était mal, s'il assumerait la responsabilité de 4 ans de mensonges et d'exclusion. Il a dit qu'il n'allait pas supprimer des souvenirs de famille juste parce que j'étais contrarié de ne pas être dessus. Il a dit que c'était de bons moments et qu'il n'allait pas prétendre qu'ils n'avaient pas eu lieu. C'est là que j'ai réalisé qu'ils ne pensaient pas réellement qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Ils pensaient que j'étais le problème parce que j'étais en colère. Ils pensaient que je devais simplement passer outre et être reconnaissant qu'ils veuillent bien m'inclure maintenant. Je lui ai dit de partir et de ne jamais revenir. Troisième mise à jour. Cela fait 6 mois que j'ai coupé les ponts et 3 mois qu'ils m'ont retrouvé et ont commencé leur campagne pour me récupérer. Ils ont enfin arrêté de se présenter à mon appartement, mais ils n'ont pas cessé d'essayer. Ils ont enrôlé d'autres membres de la famille pour me contacter. Des oncles, des tantes, des cousins, des amis de la famille,
tous me disant que je dois pardonner à ma famille, que la vie est trop courte pour garder de la rancœur, que les familles se disputent mais qu'elles finissent par s'arranger. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce n'était pas une dispute. C'était 4 ans à être systématiquement effacé de ma propre famille tout en me faisant mentir. C'était découvrir que les gens qui m'ont élevé avaient construit une vie qui fonctionnait mieux sans moi. J'ai commencé une thérapie pour surmonter tout cela. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que ce qu'ils ont fait était une forme de maltraitance émotionnelle. Ils m'ont isolé, m'ont manipulé à ce sujet et ont ensuite essayé de me faire sentir que j'étais le problème parce que j'étais blessée. Elle m'a aussi aidé à comprendre que leur comportement récent, me traquer, se présenter sans invitation, refuser d'accepter mes limites, est une continuation de cette maltraitance. Ils essaient toujours de contrôler le récit et de faire en sorte que cela tourne autour de ma réaction plutôt que de leurs actes. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle avait réussi à trouver mon adresse professionnelle et l'avait envoyée là-bas. Dans cette lettre, elle me disait que mon père avait été diagnostiqué avec un cancer à un stade précoce. Elle disait que la famille devait se serrer les coudes pendant cette période difficile et que mon absence rendait tout plus dur pour tout le monde. Elle disait que j'étais égoïste de rester à l'écart quand ma famille avait le plus besoin de moi. Elle disait que je punissais mon père pour quelque chose qui n'était même pas de sa faute et que je le regretterais s'il lui arrivait quelque chose pendant que nous étions brouillés. Je me suis sentie coupable pendant environ 10 minutes. Puis je me suis souvenu des photos d'eux fêtant mon week-end d'anniversaire sans moi alors que j'étais seule dans mon appartement. Je me suis souvenu de mon père me disant que je surréagissais et qu'il n'allait pas supprimer leurs bons souvenirs juste parce que j'étais contrariée d'en avoir été exclue. Je me suis souvenu que c'est exactement ce que font les familles toxiques. Elles créent une crise et vous blâment ensuite de ne pas tout abandonner pour les aider. Elles font de leurs problèmes votre faute et de leur guérison votre responsabilité. Je n'ai pas répondu à la lettre. 2 jours plus tard, ma sœur a appelé directement mon travail et a réussi à se faire transférer sur mon poste. Elle pleurait encore, me disant que papa avait peur et qu'il me demandait, que toute la famille s'effondrait sans moi, que je devais revenir. Je lui ai dit que si papa voulait me parler, il pouvait m'appeler lui-même et s'excuser pour 4 ans d'exclusion et de mensonges. Je lui ai dit que si la famille s'effondrait, ils auraient peut-être dû y réfléchir avant de passer 4 ans à construire une famille qui ne m'incluait pas. Je lui ai dit que je n'étais pas responsable de réparer ce qu'ils avaient brisé et que je n'allais pas m'immoler par le feu pour qu'ils aient chaud. Elle a dit que j'avais changé, que j'étais devenu froid et cruel, que le frère qu'elle connaissait n'abandonnerait jamais sa famille comme ça. Je lui ai dit qu'elle avait raison. Le frère qu'elle connaissait est parti. Il est mort le jour où j'ai trouvé ses photos et réalisé que sa famille menait une vie secrète sans lui depuis 4 ans. Ce qu'il restait, c'était quelqu'un qui comprenait enfin sa valeur et refusait d'accepter les miettes de gens qui lui avaient montré exactement à quel point il comptait peu pour eux. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro du travail. La vérité est que je suis différent maintenant. Je ne suis plus la personne qui suppliait pour être incluse et qui acceptait n'importe quel reste d'attention que ma famille daignait m'accorder. Je ne suis plus la personne qui inventait des excuses pour leur comportement et qui se blâmait de ne pas être assez bien pour mériter leur amour. J'ai construit une nouvelle vie dans ma nouvelle ville. Je me suis fait des amis qui veulent vraiment ma présence. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui pense que je vaux la peine d'être inclus dans ses projets. J'ai découvert ce que l'on ressent quand on est désiré au lieu d'être simplement toléré. Ma famille a eu 4 ans pour m'inclure. 4 ans pour être honnête avec moi, 4 ans pour me traiter comme si je comptais. Au lieu de cela, ils ont choisi de m'exclure et de mentir. Ils ont choisi de construire une famille qui fonctionnait mieux sans moi. Maintenant, ils veulent que je revienne parce qu'ils font face à une crise et qu'ils ont besoin de quelqu'un à blâmer pour leurs problèmes. Ils veulent que j'oublie 4 ans d'exclusion systématique parce que c'est pratique pour eux maintenant. Mais je me souviens de ce que j'ai ressenti en voyant ces photos. Je me souviens du coup de poignard en réalisant que ma famille était plus heureuse sans moi. Je me souviens de l'humiliation de découvrir que j'avais mendié une place dans une famille qui avait déjà décidé que je n'en faisais pas partie. Je m'en souviens et je ne reviendrai pas. Ils ont fait leur choix il y a 4 ans. Maintenant, je fais le mien. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. Une certaine confiance, une fois brisée, ne peut pas être réparée.
Certaines familles, une fois qu'elles vous ont montré qui elles sont vraiment, ne méritent pas de seconde chance. Je suis enfin libre. Et je ne vais pas renoncer à cela pour des gens qui ont dû me perdre pour réaliser qu'ils me voulaient. Ils peuvent garder leurs photos et leurs souvenirs de leur petite famille parfaite de 3 personnes. Je construis quelque chose de mieux sans eux. Cette histoire est un témoignage poignant sur les limites de la loyauté familiale et le courage nécessaire pour se choisir soi-même face à la trahison. Il est fascinant et terrifiant de voir comment une famille peut normaliser l'exclusion d'un de ses membres au point de créer une réalité alternative pendant des années. Le comportement du père, qui refuse de reconnaître ses torts et utilise la colère pour manipuler son fils, est un exemple classique de défense narcissique. Le protagoniste a raison de ne pas céder au chantage affectif lié à la maladie de son père car le pardon ne peut exister sans une reconnaissance sincère des blessures infligées. Se reconstruire ailleurs et s'entourer de personnes qui nous valorisent vraiment est souvent la seule issue possible pour préserver sa santé mentale. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous été capable de pardonner à votre famille après avoir découvert 4 ans de mensonges systématiques, ou auriez-vous agi comme Julien en coupant définitivement les ponts pour protéger votre dignité? Pensez-vous que les liens du sang obligent à tout accepter, même l'inacceptable? Partagez votre avis dans les commentaires.